Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va super puisqu'on est à Rouen avec un grand soleil aujourd'hui. On a la chance d'avoir un beau soleil en arrière-plan. Et j'ai aussi la chance d'être en présence de Monsieur Nicolas Maillet-Rossignol, maire de Rouen et président de la métropole rouennaise. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors en introduction, je suis vraiment enchanté de vous rencontrer. On sait que les hommes politiques sont très pris, ont beaucoup de travail, donc merci beaucoup de me recevoir. Non, non, c'est vrai, C'est c'est très avec gentil. plaisir. Pour introduire notre échange, en fait, moi, je suis de l'agglo rouennaise, donc je suis né à Mont-Saint-Étienne à Bois-Guillaume. Quand je vous le disais un petit peu en off, je suis parti au Havre, à Bruxelles, à Lille, puis pour revenir sur Rouen. Et en fait, ma ville est très très riche, donc j'avais envie de la faire découvrir à une audience beaucoup plus large, revenir sur les points positifs qui se sont déroulés à Rouen, peut-être aussi ses enjeux. Et puis sur le plan local, je me pose énormément de questions aussi sur les quartiers, l'évolution des quartiers. Il y a beaucoup de choses qui bougent, donc ça suscite des questions et bah, j'espère qu'on va les élucider, ensemble aujourd'hui. Avec plaisir. Alors première question peut-être, comme je disais, il y a énormément de choses positives qui se sont produits, des événements, notamment sur le plan urbain également. Si vous deviez, récapituler pardon, en 3 grandes réussites, ce qu'a fait votre conseil, municipal, ces dernières années, qu'est-ce que vous pourriez me citer? Alors c'est toujours difficile, hein, de résumer. D'abord, il faut être, modeste. Il y a plein de choses qui ne sont pas abouties, et qui ne le seront jamais dans le sens où il y a toujours des nouveaux chantiers, des nouveaux projets, c'est normal. Il y a aussi des échecs, personne ne réussit tout, hein. Sur Celui qui a tout réussi dans sa vie, vraiment, chapeau à lui, mais c'est évidemment pas mon cas et je pense qu'il faut toujours être modeste par rapport à ça. Il y a toujours aussi des attentes des habitants. En garder que 3, c'est difficile. Peut-être, moi, je fais le lien entre ville et métropole parce que je suis oui, maire de la ville-centre et président de la métropole et rien que ça, c'était déjà très important en réalité parce que ça n'avait jamais été le cas avant et ça permet en fait d'être plus efficace. Parce qu'il y a toute une série de sujets où si c'est séparé, on a connu, hein, des périodes où c'est séparé, c'était quand même beaucoup plus compliqué quand le maire de la ville-centre et pas le président de la d'accord, métropole. avec 2 personnes sur les mandats C'est différents. très D'accord. compliqué. En fait, dans la plupart des grandes agglos, c'est la même personne et il y a une raison à ça, c'est que ça évidemment, il faut travailler ensemble, en collectif, mais ça permet quand même d'être beaucoup plus efficace. Alors après, en termes de réalisation concrète, je dirais les transports en premier, parce qu'il y a eu vraiment un gros changement. Je parle des transports en commun, d'abord, en particulier la gratuité. Alors je dis gratuité avec des guillemets évidemment, ça a un coût, hein, mais simplement vous rentrez dans le bus, est-ce que vous payez votre ticket directement ou pas? Et en fait, on a fait plein d'étapes. Une des toutes premières La première mesure qu'on a faite, c'était la gratuité le samedi pour tout le monde. Une des dernières mesures qu'on vient de faire, c'est la gratuité pour Pour les les jeunes? mineurs, pour les moins de 18 ans, pour les jeunes et on peut être jeune après 18 ans quand Ça même, hein. on peut être jeune dans Mais la pour tête les jusqu'à très mineurs, tard, oui. voilà et bah, c'est à la fois bien sûr écologique, mais c'est aussi une mesure de pouvoir d'achat, hein, parce qu'une famille qui a plusieurs enfants mineurs, c'est plusieurs centaines d'euros, 2-3 enfants, ça fait 500-600 C'est €, vrai. quoi, hein, donc c'est très important. Voilà, donc ça, je dirais vraiment un. Les vélos. Les vélos et derrière, si je mets les transports, les vélos et cetera, la qualité de l'air. Les vélos parce que, bien sûr, alors là, tous les Rouennais vous le diront, hein, vous êtes très jeunes, mais je suis sûr que vous l'avez vu aussi, il y a 5-6 ans, il y avait très peu de vélos à Rouen. Pour plein de raisons, la topographie, l'absence de vélos électriques aussi. Il y a eu des changements culturels depuis, c'est vrai, hein, dans la société. Mais on a vraiment explosé parce qu'on a mis des services nouveaux. D'abord des pistes cyclables, des vrais, ou vraiment sécurisés, alors que ce n'était pas forcément le cas avant. Des services de location de vélos, type Vélib, dans la ville et puis pas que dans la ville, mais plus loin encore, puisqu'il y a plusieurs villes maintenant concernées et des vélos électriques en location avec des prix, vraiment avantageux et cetera. Donc ça a beaucoup changé et puis plus largement, ça a eu un impact sur la qualité de l'air, pas juste les vélos, hein, l'ensemble des politiques qu'on a mises en place et ça, c'est une grande fierté parce qu'il faut savoir que l'agglomération rouennaise, elle avait la troisième pire qualité de l'air pour les oxydes d'azote jusqu'en 2018-2019. 2020, c'est la pandémie, c'est particulier, D'accord, ouais. et on a divisé par 2 et on a fait le meilleure progression de France avec Waouh, Reims et bon, bah, ça, c'est une super fierté parce que derrière, c'est un problème de santé publique, hein, très, bien très sûr. important. Peut-être un troisième point, j'ai cité les transports en commun, les vélos, le rayonnement. Le rayonnement de la ville. On a un dynamisme de la ville pour des raisons à la fois liées à l'économie, au tourisme par exemple, au commerce de centre-ville, même si c'est difficile, hein, mais à la culture, au sport et qui fait qu'aujourd'hui on parle en positif de Rouen beaucoup plus. Tout à fait. L'exemple le plus visible, je pense, c'est les touristes. Il n'y a Oui. jamais eu autant de touristes. C'est vrai, je le constate, il y a pas surtout les quartiers, hypercentres, Saint-Maclou et cetera. Dès qu'il commence à faire beau, on voit vraiment, l'arrivée des touristes et ça fait du bien. Ça fait plaisir de cette mixité de personnes, différentes.
Et justement, bah, vous faites bien d'en parler. Moi, j'allais vous poser une question sur l'attractivité de Rouen. J'ai un copain, qui est havrais, donc souvent forcément, c'est la bagarre entre, laquelle des 2 est la meilleure ville. Non, mais faut pas. Bagarre Je bienveillante, bien sûr. prendrai après. Bon, eux, ils ont la mer, donc forcément argument de taille, mais on a plein de choses à faire valoir. Selon vous, bah, vous en avez un petit peu parlé, mais si on revient un peu plus en détail, qu'est-ce qui rend la ville de Rouen très attractive? Alors déjà, par rapport au Havre, hein, c'est vrai que ça a été un peu les frères ennemis ou la guéguerre dans le passé. Faut sortir de ça, je le dis très clairement. Moi, je suis heureux quand le Havre va bien, et réciproquement. Pourquoi? Parce que c'est le même bassin de vie. Sûr. Alors c'est pas les mêmes villes, il y a des problématiques qui peuvent être spécifiques. Il y a la façade maritime, c'est vrai, il y a des enjeux portuaires différents et il y a une économie qui peut être différente, évidemment, que nous, on est plus proche de Paris, voilà. Mais n'empêche, au global, on est liés par le fleuve, évidemment, et par un même bassin de vie, donc un même destin. Et on a des opinions politiques très différentes avec le maire du Havre, Édouard Philippe, mais humainement, on s'entend bien et on travaille ensemble. D'ailleurs, pas que nous 2, mais tout l'axe Paris-Rouen-le-Havre est vraiment très important parce qu'en fait, si vous regardez où vivent les gens, c'est pas limité à une frontière administrative, évidemment. Sûr. Il y a plein de gens qui travaillent à Rouen, par exemple, qui habitent pas Rouen, et je suis sûr que si on cherchait, on trouverait des gens qui habitent plutôt autour du Havre qui vont bosser à Rouen et l'inverse et c'est très bien et donc il faut au contraire qu'on raisonne bassin de vie et pas frontière administrative. Après, je pense que la force, si vous voulez, de Rouen, d'abord c'est une ville historique, très profonde. Ça on il faut toujours le rappeler, c'est une ville qui a 2000 ans d'histoire. C'est vrai. 2000 ans d'histoire, c'est le plus vieux monument juif, de France et probablement un des plus anciens d'Europe. C'est la cathédrale de Rouen, quand elle a été créée, c'était le plus haut bâtiment du monde, du monde. Donc évidemment, ça a changé, mais les impressionnistes, le patrimoine de manière générale, vous avez cité Lettre Saint-Maclou tout à l'heure et je pourrais en donner d'autres, patrimoine de la reconstruction, de l'après-guerre, enfin, il y a énormément, énormément de choses qui font que la ville, le centre historique est absolument sublime. Donc on a une chance, extraordinaire. Ça donne une attractivité, Tout à fait. naturelle, en tout cas un potentiel extraordinaire. Mais c'est vrai que pendant longtemps, Rouen était pas très bien connu. Souvent je dis était mal connu ou connu en mal. C'est-à-dire qu'on avait un peu de mal à peut-être à l'identifier dans le on va dire dans le concert des grandes villes de France et parfois, bah, il y avait des événements qui clairement nous ont porté préjudice, hein, Lubrizol, enfin l'incendie de 2019, c'est clair que même 6 ans après, on en parle, donc c'est pas quelque chose de positif. Mais on a réussi, je crois qu'on a vraiment réussi et on le voit sur des indicateurs. J'ai parlé du tourisme, à changer ça et aujourd'hui, il y a une fierté de la ville qui est beaucoup plus grande et c'est très important. Il y a des territoires qui sont spontanément plus comme ça. Les Bretons, les Vendéens, voilà. Les Havrais, hein, ont un sentiment de Oui, parce fierté qu'on parle de insulaire, la fort. guéguerre, Rouennais, havrais, mais normand, breton, il faut pas croire Oui, dans ce voilà, sujet-là. on peut en se trouver d'autres. Bon, de toute façon, le Mont-Saint-Michel est chez nous, donc c'est bon, on est Tout va bien. tranquille. Non, mais je pense que le truc le plus intéressant là-dedans, c'est si vous regardez les choses objectivement, parce que c'est pas que des sentiments. Est-ce qu'il y a plus de touristes? Il y en a jamais eu autant. Est-ce qu'au niveau population, on gagne ou on perd des habitants? On sait que Le Havre, par exemple, et c'est pas du tout une critique, mais historiquement perdait, et perd toujours, moins maintenant, mais perdait quand même des habitants chaque année. Alors nous, on en perdait et depuis quelques années maintenant, on en gagne et non seulement on en gagne, mais on est même dans le top 5, top 6 de France, des villes de cette taille qui en gagnent le plus. Et ça, c'est important. Quand vous gagnez des habitants, il y a 2 raisons. Les bébés, enfin bébés moins décès, Taux de natalité, bien oui. sûr, ça c'est le solde démographique naturel et vous avez aussi ce qu'on appelle le solde migratoire, c'est-à-dire le nombre de personnes qui arrivent versus le nombre de personnes, par exemple des étudiants, qui partent. Jusqu'à il y a quelques années, on avait un solde naturel positif, plus de bébés que de décès, mais on avait un solde migratoire négatif. C'est-à-dire qu'il y avait plus de gens qui partaient. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On a un solde migratoire positif. On a plus de gens qui viennent. Alors, c'est lié à plein de facteurs, et pas que, évidemment, les politiques qu'on porte. Il y a, par exemple, depuis la pandémie, il y a des gens en Île-de-France qui vont aller s'installer dans des villes comme Rouen, comme Ouais, Reims, comme Angers, comme, vous voyez, envie de se mettre au vert un un petit peu. peu, voilà. Mmh. Ben, nous, on est très, très bien placés parce que vous êtes pas trop loin, pas trop, trop cher, évidemment par rapport au prix parisien, c'est clair, et pas loin de la mer. Donc il y a beaucoup d'avantages. Donc clairement, on a changé de dimension en termes d'attractivité, ouais. Super, je pense qu'effectivement, vous avez fait un beau panorama et moi, j'étais, très surpris de redécouvrir ma ville quand je suis revenu de Lille, effectivement, sur le plan culturel notamment. Vous parliez, de la plus ancienne, cité juive.
et Ouais. la maison Sublime que je connaissais pas, qui a été remis, l'un Qu'on des a jours, qui ouverte, est ouais, qui était visitable. pas visitable avant. Il y a eu des efforts effectivement sur le plan visite et culture. L'agenda, de l'Office du tourisme, est super. Bah, je vous donne un exemple tout bête, les musées. Bah, toutes les collections permanentes sont gratuites. Il y a plus d'une dizaine, j'ai plus le nombre exact, si 11, 12 ou 13 musées de la métropole, tout est gratuit. Enfin, c'est quand même, extraordinaire. Les bibliothèques à Rouen sont toutes ouvertes. On a augmenté les horaires des bibliothèques de 40. On a même ouvert une le dimanche. Ça a évidemment un impact, majeur. Bien sûr. Et les étudiants, vous voyez, Rouen était pas enfin Rouen, la métropole rouennaise était pas forcément identifiée bien comme une métropole étudiante et on avait moins de 50 000 étudiants sur le bassin. Aujourd'hui, on est à 52, 53, 54 000 et on a plein de nouveaux établissements pour étudiants qui se sont installés. Fac dentaire, fac, vétérinaire, une école vétérinaire, Fauchon sur la gastronomie, j'en oublie, hein, une école sur la performance industrielle et cetera et Oui, cetera. donc du coup, l'accroissement de cette démographie, à Rouen est aussi dû, en partie aux étudiants, pas que, Eh ben mais oui, elle joue voilà, énormément. ça joue et on le voit dans la ville. Très honnêtement, on le voit. Vous voyez plus de jeunes dans la ville, vous voyez plus de gens, tout simplement. Il y a un sujet d'ailleurs et ça a pas que des conséquences faciles à gérer, hein. Il y a plus de monde dans les écoles, il y a plus de monde sur les équipements, sportifs, culturels. Voilà, donc clairement, on a gagné en attractivité avec les bons côtés, puis aussi les côtés plus difficiles à gérer. C'est normal. Vous l'aviez un petit peu aussi évoqué, j'ai le sentiment qu'il y a une avancée majeure à Rouen, c'est la piétonisation des rues. Chaque année, des nouvelles rues sont transformées en fait, hein, sont piétonnisées. Je me demandais en fait comment en mairie, on vient à choisir ces rues. Est-ce qu'il y a un rétro-planning fait à l'avance? On parle beaucoup en ce moment de la rue d'Amiens, de tous ces alentours-là, forcément très touristique, très quartier très très vivant. On parle un petit peu des rues Saint-Gervais et cetera. Je ne sais pas si c'est des bruits de couloir. Comment ça se décide tout ça en off? Alors, il faut une grosse concertation parce que historiquement, Rouen a un plateau piétonnier, important. C'est Jean Le Canuet notamment, hein, la fameuse rue du Gros Horloge que certains ont connue et les Rouennais les plus anciens ont connu, hein, et la rue du Gros Horloge avec des voitures, hein. Alors tout ça a bien changé et à l'époque d'ailleurs, Jean Le Canuet avait été très décrié sur la piétonisation, ça allait être la mort du commerce, tout ça. Bon, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Aujourd'hui, c'est une des rues les plus commerçantes de France, la rue du Gros Horloge, avec d'ailleurs parfois des loyers des propriétaires qui sont beaucoup trop élevés, mais c'est un autre sujet. Donc pour revenir à votre question, la piétonisation, ça peut être la meilleure comme la pire des choses. Il faut que ce soit fait de façon très concertée, parce qu'il y a des usages qui peuvent être très différents. D'abord, il y a les habitants, quand même, il faut qu'ils puissent accéder à leur logement, et cetera. Alors ça, on arrive à le gérer, il y a des systèmes de cartes et tout ça, mais quand même, puis tout le monde n'a pas la même situation. Il y a des gens qui sont en pleine santé, il y a des gens qui sont, avec des difficultés pour marcher et cetera. Donc ça, c'est un point important, c'est quand même la priorité. Après, vous avez les usages des commerces et selon les commerces, c'est pas la même chose. Vous avez des commerces qui ont besoin plus de trafic routier, puis il y a d'autres, au contraire, qui vont beaucoup plus profiter de piétonisation. Bon, ce qu'on voit quand même, c'est que à chaque fois qu'on a fait de la piétonisation, si c'est bien fait, si c'est fait en concertation, si c'est fait progressivement, c'est un plus. C'est un plus de qualité de vie et c'est plutôt un plus pour le commerce. Pas forcément tous les commerces, Mmh. mais globalement, c'est plutôt positif. Même si au moment où on le fait, ça peut être clivant parce C'est normal. qu'effectivement, il y a des Ça usages crée de qui la peuvent être gêne et différents. Après, quelle rue exactement? Puisque c'était votre question. En fait, l'enjeu premier, c'est la cohérence. C'est-à-dire éviter l'effet tache de léopard, parce que sinon là, ça marche plus. Et donc là, par exemple, à partir du plateau piéton, on a augmenté très ah, considérablement, hein. J'ai pas le chiffre exact, mais il faudrait vérifier, mais on est sur un quasi-doublement, hein. Donc c'est vraiment important, en regardant des rues qui étaient assez naturellement des prolongements d'accord. du plateau piéton existant. Par exemple, la rue aux Ours, Oui. qui est en fait un prolongement qui nous amène en gros, hein, Et de la pas rue la rue Jeanne aux d'Arc. ours comme beaucoup Moi, de j'ai dit la médias rue aux disent. Ours, bon. Normalement, c'est la rue aux Ours, je crois, mais bon, je Vous veux avez pas, raison. voilà. Jusqu'à la cathédrale. Un autre exemple assez net, la rue des aux Bons Enfants, qui est en fait qui mène vers la synagogue, qui est, un peu au nord, hein, de la place du Vieux, donc c'est un prolongement. Vous avez aussi la rue qui mène, vers, la rue Gantry et cetera. Là aussi, vous êtes dans un prolongement. Alors, il y a des nouvelles frontières du coup qui apparaissent. Bon, du côté, vous disiez tout à l'heure, Saint-Gervais, c'est c'est pas la priorité à ce stade. Je dirais plutôt le côté, Amiens effectivement. D'accord. Il y a par exemple la rue des Boucheries Saint-Ouen qu'on Oui. piétonise, Jusqu'à en la été. l'abbatiale, Ouais ouais, et ça fonctionne super. Ça fait une grande terrasse, ouais. c'est très sympa, il y a Les plein de commerçants cafés, les adorent, commerçants les adorent, visiteurs adorent, voilà, tout le monde adore. c'est ça. Mais
encore une fois, même la rue Jeanne d'Arc, si vous regardez au début du mandat en 2020, la rue Jeanne d'Arc, d'abord, il y a des nids de poules partout, elle est vraiment en mauvais état et c'était vraiment une autoroute. Aujourd'hui, c'est pas piéton au sens, complet, mais il y a une semi-piétonisation, on peut dire. Il y a aussi le premier week-end chaque mois et cetera et du coup, il y a des usages nouveaux qui apparaissent et bien sûr, ça facilite la jonction entre la rue du Gros et puis, la place du Vieux et tout ça est quand même globalement plutôt plébiscité par les gens, ça, c'est clair. Ah oui, 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 puis je trouve que c'est vraiment intéressant de le faire à l'usage, en fait, de voir effectivement alors je sais pas si après il y a un système de bornage, comment ça se constate ça, Oui, c'est ça. En fait, D'accord. après, on fait des sondages et des bornages. On regarde vraiment, mais j'insiste sur l'aspect concertation. Bien sûr. C'est pas facile et je comprends très bien, hein, qu'il y ait parfois des craintes. Il y a des commerçants qui légitimement, hein, posent des questions. Il y a aussi des habitants qui disent: «Mais alors comment je veux accéder à mon logement?» tout ça. Bon, il faut savoir que dans plein de villes dans le monde, en fait, hein, la piétonisation se fait et que ça donne des résultats. Après, encore une fois, il faut faire très attention et pas y aller, de manière brutale. Bien sûr. Mais alors du coup, comment ça se passe cette décision? C'est via les concertations en enquête de quartier, réunion avec les commerçants? Voilà, Est-ce qu'après du coup, il y a un espèce de rétro-planning un peu qui est exactement. visible, des Oui, on le fait petit à petit, par étapes. D'abord concertation locale. Alors on a des élus de proximité, des OK. adjoints de quartier. Par exemple, pour la rive droite, c'est Nicolas Zuilly. On a des adjoints thématiques. Par exemple, pour le commerce, c'est Cécile Manceau. Et on a aussi des élus qui s'occupent aussi des aspects de tranquillité publique. Pour, la ville de Rouen, c'est Kader Chekemani. Ça, ce sont les élus au cœur du sujet, si vous voulez. Après, on a les équipes techniques, parce qu'une piétonisation, c'est quoi? C'est d'abord la mise en place de bornes qui vont fermer le passage aux voitures, mais c'est derrière un service informatique, parce qu'il faut aussi que des personnes qui habitent dans le secteur puissent accéder à leur logement ou à leur parking s'ils en ont un, et cetera, et cetera. Donc il y a une ingénierie à mettre en place, ça prend du temps et donc il y a un rétro-planning, comme vous dites, qu'on met en place et ensuite on y va, progressivement. C'est la raison, par exemple, pour laquelle aujourd'hui la rue Jeanne d'Arc, elle est pas totalement piétonne. On y va Ça permet de progressivement, on n'est pas dans le dogmatisme, si vous voulez. Puis la rue Jeanne d'Arc, si vous regardez bien, en fonction des segments, c'est pas toujours pareil. Il y a des segments près de la place du Vieux, rue du Gros, très, très piétons. Si vous vous rapprochez de la gare, c'est pas ça. Donc il faut bien, bien, bien regarder les bien choses. sûr, oui, ça permet un peu comme un laboratoire, à cœur ouvert de faire des test and learn Oui, et voilà, de après, prendre les bonnes décisions. j'aime pas cette expression parce que les gens sont pas des cobayes, quoi. Ce que je veux dire par contre, c'est qu'il faut y aller étape par étape. Alors parfois, les gens trouvent qu'il faudrait aller plus vite, Mmh, mais il y en a d'autres qui trouvent qu'il faudrait aller, plus lentement. Donc c'est toujours, c'est d'ailleurs souvent ça, hein, dans la décision publique, c'est trouver l'intérêt général tout à fait. et à partir d'intérêts particuliers qui peuvent paraître contradictoires. Ça marche, je comprends mieux. Du coup, dans les questions un peu similaires, Rouen il est soumis aussi sur les permis de louer finalement. On appelle ça des autorisations préalables de mise en location, APML. Heu, je vois que chaque année effectivement, il y a de plus en plus de rues soumises, ce qui est plutôt une bonne chose, parce que ça permet quand même de satisfaire, à la demande sur les logements et surtout de s'assurer que les logements, soient décents et cetera. Mais c'est pareil, je me pose la question, est-ce que c'est lié aux piétonisations? Rien à voir? Comment pareil ça s'articule ces décisions de passage, de rue en permis de louer? Alors le permis de louer c'était un engagement de campagne, hein, en 2020 et il a été construit comme dans pas mal de villes, hein, on n'a rien inventé à vrai dire sur le principe. Il y a plein de villes d'ailleurs dans l'agglomération rouennaise qui l'ont mis en place aussi, Elbeuf par exemple, pour lutter contre, les marchands de sommeil et les locations d'habitat indignes. Et on a identifié des secteurs où on sait que l'habitat est à risque. Pas forcément qu'il soit insalubre, mais c'est de l'habitat privé qui va peut-être être mal utilisé ou pas suffisamment, rénové. Donc les endroits qui ont été sélectionnés, parce qu'on ne peut pas faire toute la ville d'un coup, sinon Bien on aurait sûr. trop de dossiers partout, sont décidés non pas par rapport à la piétonisation, mais par rapport à l'état de l'habitat. Et d'abord, bien sûr, l'habitat privé. Et ensuite, donc c'est une procédure qui a un effet aussi dissuasif, parce qu'elle dit: «Attention, si vous voulez mettre en location, vous n'allez pas pouvoir faire n'importe quoi non plus. Il faut quand même que vous prouviez que, sur les installations électriques, sur Mmh. l'humidité, sur des choses basiques, hein, on est dans un logement qui est sécurisé». Et après, évidemment, il faut éviter le côté usine à gaz, mais en même temps, c'est une mesure de protection pour les locataires, hein, bien sûr. Ça fonctionne, c'est pas quelque chose de si innovant que ça existe dans plein de villes, en fait, en France, hein, et en Europe et c'est vraiment utile. Ça n'est pas non plus la panacée, c'est-à-dire que ça n'évite pas Bien totalement, sûr. hein, Non, mais je vous posais la question parce que c'est vrai que je me demandais s'il y avait un lien avec la revitalisation des rues.
Je prends l'exemple, quartier Saint-Gervais toujours. Rue du Renard de mémoire est soumis à Oui. permis de louer. Rue Saint-Gervais, il y a eu des infrastructures, pardon. On a enlevé des places pour remettre un peu de végétal et du coup, je me suis dit: «Bah, peut-être qu'elles veulent passer sous ces permis de louer» parce que volonté, de dynamiser dans une entièreté, une rue, quoi. Alors c'est intéressant, mais on l'a honnêtement pas conçu comme ça. On l'a d'abord conçu par rapport à la lutte contre l'habitat, indigne et les 2 rues que vous avez citées, bah, on n'est pas dans la même situation. On a Ça plus marche, de problématiques d'habitat indigne côté rue du Renard. c'est vrai. Très bien. Je vais peut-être, commencer à attaquer un petit peu sur les divers, quartiers. Moi, j'avais pas mal de questions autour du quartier, Luciline. Alors ça remonte à quelques années, je sais pas, peut-être une dizaine d'années pour moi. On entendait, beaucoup parler du fait de remonter le cours d'eau Luciline, en fait, de le mettre davantage en valeur. Également, j'ai entendu parler, entre, la ruée verte, on va dire, devant Pasteur pour aller jusqu'au quai, qu'il serait envisagé, de couper un peu la circulation et de continuer cette, verdure jusqu'au bout, pour jusqu'au quai finalement? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que Alors ça, c'était des projets il y a je vois, mais c'était il y a déjà quelques années. ouais, je me fais Les vieux choses ont maintenant. un peu évolué. Alors pour répondre, sur le premier, bah, c'est assez facile, c'est assez visible. Le quartier Luciline, vous avez un mail traversant à l'intérieur du quartier, où là, la verdure, la Luciline elle-même a été effectivement remise en valeur. Donc ça a plutôt fonctionné. Maintenant, le quartier continue de se développer, hein, puisque c'est une zone, à plusieurs phases en fait, hein, de développement. Sur, Pasteur. Alors sur Pasteur, la difficulté bien sûr, c'est qu'en fait tout le quartier ouest, c'est des axes pénétrants, ouest-est. C'est-à-dire les quais, l'avenue du Bon-Riboudet, les boulevards, Constantine et tout ça c'est ouest-est et en fait, ce qu'on a fait, couper complètement, le boulevard et la circulation, c'est très compliqué. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a, développé un espace qui était très, on va dire, décrié, qui est l'ancien espace où il y avait ce qu'on appelait, le bidon bleu quoi, Oui. le panorama XXL. Bon, je reviens pas sur cet épisode, c'était des choix précédents, je vais pas critiquer, mais enfin clairement, ça faisait pas consensus et puis en plus ça coupait complètement la Est ce que j'allais dire, non mais, perspective, voilà. Aujourd'hui, on en a fait une agora verte. C'était très par sympa, rapport à ouais. ce que vous J'y vais avec disiez les sur le côté enfants, ouais, nature, voilà. très sympa. Enfin, ça marche très bien. Mmh. Vraiment, les gens sont très contents. Enfin, en tout cas, nous moi, je reçois beaucoup de satisfecit, des gens et notamment, effectivement, des familles avec enfants parce qu'il y a les jets d'eau, parce qu'on peut s'y promener. Il y a les étudiants aussi qui vont dans le coin pour prendre un sandwich, à la fac de droit, tout ça. Donc ça fonctionne très bien. Après, du coup, la question d'une coulée verte s'est déportée plus à l'ouest D'accord. et on est en train alors c'est long parce qu'il faut maîtriser le foncier, donc il faut acheter des parcelles. Mais on est en train de travailler à un parc qu'on appelle le parc des Sources, qui viendra en fait reprendre depuis les quais, depuis la Seine D'accord. et remonter non pas en est-ouest, mais en nord-sud ou sud-nord, Donc en pour chez remontant. Tubien, c'est quoi? C'est plus, vers les rues Constantine et cetera ou? Ça vient, croiser la rue Constantine à peu près au niveau du gymnase, Suzanne Lenglen. En gros et la place centrale de ce parc sera au niveau du gymnase et de l'école qui est l'école, Franklin, oui c'est ça, qui est juste à côté. Et vous avez donc une coulée verte comme ça. La difficulté, c'est que dans ce coin, il y a du foncier à acheter et que, ben, vous savez, il y a des concessionnaires auto, Bah, ça tombe il y bien a parce du que c'était logement, vraiment une voilà. interrogation que vous faites bien de l'aborder. Moi, à l'époque, il y avait une vraie volonté de la mairie de préempter, sur tout ce qui était, libéré, et je trouve que c'était plutôt, très smart parce qu'en plus avec, le 2e hypercentre, Kinder Arena et cetera, bah, c'était important de relier, je trouve, Ouais. Pasteur et cetera. Hem, Là, j'ai l'impression on a ni fume ni raisin. Il y a beaucoup de concessions qui s'en vont sur Saint-Jean-du-Cardonnet, qui refont un pôle, assez attractif, assez intelligent là-bas avec les motos et cetera. Mais à l'inverse, il y en a de nouveaux qui s'implantent. Alors je me dis: «Est-ce qu'on a abandonné, Non, cette alors ça solution?» dépend des Est-ce que bon, choix c'est je me doute, des c'est sur la durée, hein, il y a de ouais. l'inertie forcément. Non, mais, alors ce que vous avez dit est exact, c'est-à-dire qu'il y a historiquement, c'est le cœur des concessionnaires. Beaucoup s'en vont, pas loin, ils vont, effectivement à Saint-Jean-du-Cardonnet, la Vaupalière ou alors éventuellement sur la rive gauche, du côté de la zone industrielle ou portuaire. Par exemple, la carrosserie de Renault. Ce genre de situation. Mais c'est pas non plus d'un coup d'un seul. Chaque concessionnaire, chaque groupe automobile en fait a, sa stratégie et puis on n'a pas que des concessionnaires auto. Vous avez aussi des grandes enseignes de, Du bricolage, fast-food, fast-food et etc. Donc voilà, moi j'essaye de dire les choses de façon, posée et directe. C'est compliqué ce sujet parce que pour faire un parc, il faut maîtriser le foncier et ce foncier-là, vous avez 2 façons, hein, d'acheter du foncier, soit vous attendez une opportunité, vous préemptez et cetera.
soit vous faites ce qu'on appelle une déclaration d'utilité publique, c'est-à-dire que vous allez Expropriation. exproprier, mais ça coûte de l'argent évidemment, parce qu'il y a ce qu'on appelle des indemnités, quoi, indemnités des Enquête victimes, publique, etc. etc. Et puis vous pouvez faire l'objet d'un recours au tribunal, voilà. Après, progressivement, ça avance, et en fait, si vous regardez par exemple en ce moment, là, il y a un chantier juste au sud de Langlaine, vous allez voir, il y a une parcelle qui est réservée pour le parc. Donc les choses avancent, mais simplement, évidemment, à l'échelle des habitants, je les comprends, hein, ça paraît trop lent. Je pense qu'on en reparle, et je vais être prudent, mais d'ici 5 ans, les choses auront déjà très bien avancé. Bah, super, on a hâte de voir les résultats en tout cas. Génial, juste à côté, il y a l'écoquartier Flaubert, pas très loin. Pareil, de très belles choses qui s'y passent. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la livraison, ce qu'on peut attendre dans ce quartier? Alors l'éco-quartier Flaubert, là, on est rive gauche, on n'est pas loin du tout effectivement de Lucie, mais de l'autre côté, c'est une des nouvelles frontières là aussi de la ville, c'est lié aussi à cet accroissement démographique. C'est un des plus gros écoquartiers de France, hein, c'est 90 hectares, donc c'est énorme. Alors vous voyez déjà des choses qui se sont faites pour le coup. Moi, je me souviens, il y a, quand mes filles étaient petites, c'est-à-dire il y a 15 ans, 20 ans, heu, bah, les quais, personne n'y allait, hein, rive gauche. Parce que c'était soit un parking sauvage, soit un no man's land pas très agréable, hein, et bon, sauf quand il y avait la foire, parce qu'il y a eu un moment où elle était là. Oui. Bon, maintenant il y est plus, elle est ailleurs, mais et c'est tout. Donc ça a vachement changé. Tous les quais ont été aménagés. D'ailleurs là, en ce moment, là où on fait cette interview, avant il y avait rien, hein. Et puis bien sûr le 106, salle de musique, et puis bien sûr le 107, hôtel d'entreprise, le 105 avec des restaurants et une librairie et d'autres choses encore. Voilà, donc ça, tout ça fait partie du quartier, et c'est très important. Deuxième chose qui a été faite, c'est sur le long de l'avenue Jean Rondeau, des immeubles, bureaux, habitations. Et troisième chose qui a été faite, ça y est, et ça on en est très fiers, c'est le canal. Parce que maintenant vous avez une promenade entre la presqu'île Rollin, avec une forêt urbaine, plus le canal. Vous avez les gens qui se baignent, vous avez des Des activités bateaux, nautiques, ouais, ce que je voulais dire. voilà. C'est formidable. Enfin, si on y réfléchit 2 secondes, il y a combien de villes où vous pouvez faire du bateau dans la ville? Où vous pouvez aller vous baigner dans la ville? Où vous pouvez vous promener comme ça et faire votre jogging, et cetera, avec la qualité de l'air qui s'est améliorée. Mais, vous voyez? Enfin, franchement, c'est alors que c'était une zone qui était vraiment pas très fréquentable, ni même très fréquentée, il y a encore 5 ans, enfin vraiment. Donc et il y a déjà, hein, des constructions autour qui se sont développées, voilà, donc ça avance dans le sens qu'on voulait, c'est-à-dire renaturation, dépollution, renaturation. Je dis dépollution parce que c'était une friche polluée au départ, hein, c'était une zone industrielle Oui, après il y a polluée, tous donc les soucis il y a eu tout un de travail, voilà, pollution, des de alimentages dépollution sur certains des bâtiments et cetera. exactement, et du sol Aussi, oui. aussi qui était pollué. Renaturation, le canal, la biodiversité autour, si vous y allez, vous verrez, ça J'y suis allé, c'est c'est top, ouais. c'est vraiment sympa. Évidemment, il faut que ça pousse, mais quand Avec même, pas mal d'écoles qui s'implantent aussi dans les voilà. bâtiments, Donc c'est un des choses en mode projet, start-up, c'est c'est sympa. plusieurs milliers d'habitants en plus, hein, et donc ça veut dire aussi des équipements. Alors il y a un groupe scolaire qui est prévu, il y a un collège qui est prévu, et il y a aussi, que je vous dise pas de bêtises, École de commerce, si je dis pas de bêtises? non, pas école de Non? commerce, établissement d'enseignement Oui, supérieur, d'accord. effectivement, et puis bien sûr, équipement sportif. Donc c'est très important. Et donc il y a Je tout précise d'ailleurs, on le fait au niveau métropole, hein, c'est pas que la ville de Rouen, c'est parce qu'il y a Petit-Quevilly aussi, c'est hein, ce que dans j'allais vous demander, effectivement, il y a encore toute une friche qui est en travaux jusqu'à, je suppose, à peu près les frontières, quevillaises. c'est ça. On Même dans Petit-Quevilly, il y a toute une partie qui est dans Petit-Quevilly. Ouais, donc forcément, ça doit être en concertation, c'est logique, Exact. et on peut s'attendre à peu près à la même chose? Quels sont les projets de cette friche-là, Oui, oui, c'est un mix, si vous voulez, entre logement en fait, l'enjeu, pour le dire simplement, c'est de ne pas faire un quartier logement sans penser au commerce de proximité, équipements sportifs et culturels, écoles et éventuellement établissements d'enseignement supérieur, voilà, et bien sûr mobilité. Alors aujourd'hui, vous avez déjà un mix, puisque vous avez déjà certains équipements, bon, par exemple le 106 ou le 105 ou le 107, hein, un restaurant, commerce de proximité, 107 hôtel d'entreprise, espace de coworking. Vous avez déjà un peu de logement. Qu'est-ce qu'on va avoir en plus? Bah, là, il y a des équipements naturels, enfin naturels de récréation, on va dire, comme le parc canal. Là, d'ici la fin d'année, il y a un nouvel équipement de mobilité qui arrive, c'est le T5. Donc vous avez un nouveau ouais, j'ai vu T les arrêts de bus, ouais, sont donc posés. concrètement, c'est Ouais, rive gauche, ouais, ils sont déjà là. Place Carnot, d'accord. vous passez boulevard d'Orléans, vous arrivez dans le quartier en croisant l'avenue Jean Rondeau, et ensuite vous prenez le pont Flaubert et vous montez vers Mont-Saint-Aignan. D'accord. Et là, sympa. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez habiter rive gauche dans ce nouveau quartier. Vous êtes étudiant ou, je sais pas moi, enseignant-chercheur, ingénieur, et vous pouvez aller bosser à Mont-Saint-Aignan, par exemple. Mmh mh.
tout le Et pôle j'ai connu en tant universitaire. qu'étudiant le trajet Mont-Saint-Aignan-Pasteur, et c'est du bonheur en Théor. Voilà, Il est très très fréquent, il passe très tard, c'est pas jusqu'à très mal. tard le soir, c'est top. Ouais. Donc là, vous avez vraiment un gros plus et en plus, vous évitez le théâtre des arts parce que vous passez par le Mont Riboudet. Donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le deuxième pôle, finalement, un peu le deuxième cœur. Le cœur historique, bien sûr, il est dans le centre-ville, mais là, vous avez un nœud d'échange, en fait, au Mont Riboudet. On le voit très bien, hein, qui s'est beaucoup développé. On en a profité pour le sécuriser, d'ailleurs, parce que c'était pas très sécure. Et voilà, et donc, plus le piste cyclable, que vous voyez aussi. Voilà, il y a un énorme boulot qui est fait. Donc c'est un nouvel équipement. Et puis, il y a un équipement que vous ne voyez pas encore, parce qu'il est dans les cartons pour l'instant. C'est une nouvelle école, un groupe scolaire, un gros groupe scolaire, un collège, ça, c'est le département, Seine-Maritime, et un équipement sportif mutualisé aussi. D'accord. Et donc vous évoquiez également les quais. Moi je trouve effectivement qu'il y a plein de belles choses qui se passent sur les quais rive gauche, c'est top. On a vu plein de beaux bâtiments et de belles activités. Néanmoins, je sens quand même, pas forcément la même volonté. J'ai l'impression en rive droite, c'est beaucoup plus restaurant, détente. Rive gauche, on développe beaucoup plus le tertiaire notamment, pas mal de bureaux. Alors toujours cette volonté, plutôt, rez-de-chaussée, justement restaurant, mais avec des activités de bureaux, sur les étages supérieurs. Pareil, j'ai l'impression aussi que peut-être avec la nouvelle ère de piétonisation, mais on peut pas se garer entre les bâtiments, ce qui peut être parfois une gêne. Il y a beaucoup moins de place, je trouve, pour accéder entre rive gauche et rive droite. Est-ce qu'il y a une volonté, du conseil municipal, finalement, de dynamiser autrement, la rive gauche que la rive droite? Alors, la réponse est oui, parce que la rive gauche les quais, hein, ont été réaménagés d'une façon très différente des quais rive droite. Les quais rive droite, c'est les années 2000. Les quais rive gauche, en gros, c'est les années 2010-2020. Et c'est très différent. Vous le voyez déjà à la verdure. Les Tout à quais rive fait. droite, c'est des hangars, mais à part l'agora dont je parlais, mais qui a été faite beaucoup plus récemment, mais sinon, il n'y a pas de verdure, il n'y a pas d'ombre. En été, vous le sentez bien. Et les quais rive gauche, c'est l'inverse. C'est une promenade, très verdoyante, qui a d'ailleurs eu un prix national, hein, pour l'aménagement du paysage. Et ça, c'est vraiment une belle réalisation. Ça, c'est le côté positif. Après, la difficulté qu'on a encore aujourd'hui, hein, rive gauche, c'est que la Seine reste encore une sorte de barrière et que, autant le développement commercial rive droite s'est fait assez rapidement, autant sur la rive gauche, c'est encore un peu plus compliqué. En d'autres termes, tout le monde ne va pas naturellement, au resto rive gauche, quoi, Mmh. pour le dire rapidement. Ce qui est absurde, parce qu'il y a plein de choses très bien, il y a des nouveaux restos, je ne veux pas citer de nom, mais il y a plein de choses très bien. Simplement, ça prend un peu plus de temps. Alors, la bonne nouvelle quand même, c'est que le quartier Flaubert va aider progressivement, parce que plus vous mettez des logements, plus vous mettez des équipements, plus vous «rameutez» entre guillemets du monde. Déjà, par exemple, juste le parc Canal, Mmh. ça devient un lieu de promenade. Bien sûr. Les gens, par exemple, partent, si vous êtes rive droite, hein, Mmh. partent de la rive droite, prennent la navette fluviale, passe de l'autre côté, les enfants adorent le bateau, tout Mmh. ça, et ensuite on se promène sur les quais, on va jusqu'au parc canal, ça se fait très bien. Donc on voit bien que c'est en train de changer. Mais c'est pas encore, effectivement abouti aujourd'hui. On sent en tout cas une volonté de dynamiser autrement, comme vous le disiez, avec les écoles, avec aussi, peut-être des entreprises. J'entends beaucoup aussi, je ne sais pas si des rumeurs, l'école de commerce de Mont-Saint-Aignan qui voudrait aller rive gauche. C'est dans les tuyaux ou? Alors il faut leur demander à eux, non, mais il y a des choses qui sont confidentielles. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que l'école de commerce, donc c'est Neoma, Business School, s'est posé la question de son extension. Parce que en fait, ils ont 2 sites, un à Reims et un ici. Enfin, et aussi à Paris, mais celui de Reims a déjà un projet d'extension, et celui de Rouen, qui est déjà très grand et très beau puisqu'il y a un château, c'est à côté de la Sruc, du côté de Mont-Saint-Aignan, ben, est limité en taille aujourd'hui et voudrait aussi se développer. Et pour se faire ça, il y a plusieurs options qui ont été regardées, soit sur place, au même endroit, en augmentant les capacités sur place, soit en déménageant, et à ce moment-là, c'est soit dans le quartier Flaubert ou éventuellement au Madrier. Mais si vous voulez, le Madrier, c'est d'abord plus loin, c'est au sud. C'est un pôle d'étudiants, mais c'est des étudiants plutôt scientifiques, ingénieurs, pas tellement école de commerce, même pas du tout aujourd'hui. Et le quartier Flaubert, pourquoi pas, mais personnellement, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée parce que, euh, bon, c'est pas un campus aujourd'hui, le quartier Flaubert, vous voyez, c'est une friche qui se développe. Alors que Mont-Saint-Aignan, quand même, le gros avantage, c'est qu'à côté, vous avez la fac, STAPS, SHS. Donc à travers ça, vous avez peur de peut-être l'affluence des trop d'étudiants, d'en faire Non, exclusivement un pôle non, on étudiant? a Qu'est-ce peur de rien, c'est pas ça, c'est que c'est plus sympa d'avoir des logiques de campus. D'accord, oui, je Il y a vois. le campus du droit à Pasteur, il y a Oui. le campus santé avec le CHU, pharmacie, maintenant, je l'ai dit, dentaire, et cetera. Et à Mont-Saint-Aignan, il y a un campus. Il y a Uni-la-Salle, il y a l'université, il y a Neoma. Et dans Uni-la-Salle, maintenant, il y a aussi l'école Veto. Donc
ça s'est développé. Donc, faut faire attention si on se sépare, si on est tout seul. Par exemple, l'école d'archi d'Arnétal, il ne s'agit pas de la bouger, mais régulièrement, on voit bien que pour les étudiants, c'est pas forcément. Alors, c'est un très beau site, mais ils sont un peu isolés quand même. Bien sûr. Et donc, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Là, moi, je trouve que mais ils sont en train d'y travailler, donc ce sera à Neoma d'en parler, mais c'est un projet qui appartient à Neoma, hein, c'est pas la métropole qui le porte. Je trouve que ça serait assez logique qu'ils essaient de développer là où ils sont. Et il y a un peu de marge, donc il y a une possibilité de le faire là-bas. D'accord. Et ils ont quand même un super beau château, enfin, c'est pas si mal, une belle forêt. Ouais, il y a la forêt verte juste à côté, Voilà, c'est pas mal ils aussi, hein. ils ont un coin Parce sympa, que mais mine de rien, le quartier Flaubert, vous êtes quand même pas avec un château et une forêt à côté, hein. Il y a d'autres avantages, mais c'est différent, quoi. non, puis c'est intéressant. Alors, on n'est pas là pour parler de Mont-Saint-Aignan, mais au-delà du pôle universitaire, je pense que Mont-Saint-Aignan pourrait être redynamisé aussi à travers ça, peut-être, créer plus d'activités, plus de voilà, c'est vrai que les étudiants ont tendance beaucoup à descendre sur Rouen et moi, je connais beaucoup d'étudiants qui préfèrent habiter sur la ville de Rouen et aller à l'école, à Mont-Saint-Aignan. Bon, après ça, c'est un autre débat. Ça marche. Je voulais vous questionner sur le quartier Saint-Sever aussi. Quartier Saint-Sever, je dirais pas qu'il est délaissé, mais il peut faire peur à certains Ah habitants. non, ça je peux pas vous laisser dire qu'il est Ah bah, délaissé. Au justement, vous contraire, allez vous allez c'est pouvoir me probablement le contredire. quartier où on met le plus de moyens. D'accord. Non, c'est un quartier qui a des fragilités. Il a aussi des OK. gros atouts, mais c'est un quartier, oui, bien sûr, qui a des fragilités, ouais, ouais, tout à fait. Et on en parlait en off, justement, peut-être des quartiers où on sent un peu plus d'insécurité, notamment au centre commercial. Moi, j'y vais de temps en temps. C'est vrai que parfois, on peut voir des bandes et cetera. Quelles actions sont menées par rapport à ça? Et dans la continuité, on parle souvent de la gare. Est-ce que c'est un projet, qui est toujours d'actualité, qu'on pourra, voir peut-être de notre vivant? Ah, j'espère. Alors, pour vous répondre, d'abord, Saint-Sever, c'est un quartier qui est à la fois plein d'atouts et des fragilités. C'est ça qui est difficile avec Saint-Sever, Mmh. c'est que peut-être contrairement au quartier qu'on vient d'évoquer juste avant, Saint-Sever, la grande caractéristique, c'est que c'est un quartier de flux. C'est-à-dire que vous avez, à travers le centre commercial et aussi le métro, le tramway, beaucoup de monde de passage à Saint-Sever qui n'habite pas forcément le quartier. Ce qui est beaucoup moins le cas à Luciline, évidemment, quartier Flaubert ou d'autres quartiers qu'on a évoqués juste avant. Donc la difficulté sur ce quartier, c'est que ça brasse et qu'il y a beaucoup de monde qui vient pour voir les magasins du centre commercial ou qui Moi, vient j'y allais juste pour aller au pour prendre les cinéma, les transports, choses comme voilà, c'est ça, ça, pour prendre les transports en commun et cetera. Ensuite, c'est aussi un quartier qui a évolué, qui s'est plutôt paupérisé sur les, 20-30 dernières années, pour des raisons souvent liées au logement. Et donc, c'est le quartier dans la ville où on met, nous, le plus de moyens. Mais on part de très loin. Il y a de l'habitat dégradé, il y a des problématiques de deal, il y en a ailleurs, hein, Bien et sûr. on n'est pas les plus touchés de France du tout. Mais il y a ces problématiques-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il y a plein de choses, hein. D'abord, on essaye de réaménager le quartier, d'un point de vue aménagement de l'espace public. Donc ça, vous le voyez, il y a plein de travaux. Alors ça pose des contraintes, mais il y a aussi un objectif, c'est d'ouvrir, c'est d'aérer, c'est d'éviter les poches, les lieux glauques, et cetera. Par exemple, vous voyez en ce moment, il y a des travaux sur la rue Saint-Sever. Vous voyez aussi sur le boulevard d'Orléans. Et le boulevard d'Orléans, je peux vous dire que ça s'est amélioré pour le coup. Alors qu'avant, c'était quand même beaucoup plus craignos, pour le dire vite. Aujourd'hui, je ne dis pas que c'est parfait, mais ça s'est bien amélioré. Sur Saint-Sever, on est en train de faire le cours Clémenceau. Voilà, ça, c'est des travaux. Il y avait eu avant la rue Saint-Sever elle-même, qui avait été aussi refaite dans le mandat précédent. Donc ça, c'est l'aménagement de l'espace public. Deuxième chose, sécurité, on crée un poste de police. Donc c'est pas un commissariat au sens police nationale, parce que c'est la police municipale, enfin il y a un partenariat, mais c'est un poste de police dans la rue. Et j'ai vu que vous Pour être- aviez fait des appels pour avoir aussi un petit peu de renfort en termes de police, Oui, parce qu'on manque de policiers nationaux. En fait, sur l'agglomération rouennaise, il manque une centaine de policiers nationaux. Et c'est un scandale, honnêtement. Alors je ne vais pas polémiquer là sur votre micro, mais ça fait des années qu'on nous promet ces policiers et puis ils sont pas là en fait. Donc évidemment que s'il n'y a pas la police nationale face à des dealers, tout le monde comprend bien que c'est pas la police municipale avec ses petits bras musclés, même si elle fait des choses super, mais même un manque de juridiquement moyens, elle oui, est limitée forcément. la police Mmh. municipale et les dealers le savent bien. Donc ça c'est un vrai sujet, mais ça ne va pas nous empêcher quand même d'avancer nous. Donc le poste de police, recrutement d'effectifs, donc on a augmenté d'un tiers les effectifs de police municipale. Il y a peu de grandes villes qui ont augmenté de 33% leurs effectifs de police. Ça coûte, hein, évidemment, mais c'est un choix politique. Et caméra. Caméra, je vous donne un exemple, hein. Quartier Gramont, donc à côté de Saint-Sever, jusqu'en 2020, à votre avis, il y avait combien de caméras? Zéro. 0? Ah oui, Il n'y en néant. avait pas. D'accord. Aujourd'hui, on en a mis à peu près partout dans le secteur. Si vous prenez la rue Lafayette, à chaque croisement, vous allez voir une caméra, il n'y en avait pas avant, etc. etc. Et donc, ça, c'est le deuxième point, après l'aménagement de l'espace public, renforcement des moyens, en fait, hein, sur place. Et troisième point, l'animation du quartier et la dynamisation du quartier par
les commerces, soit par fermeture de certains commerces quand on peut, soit par l'ouverture de nouveaux. Je vous donne un exemple. Il y avait une boîte de nuit qui s'appelait Le Duc, juste à côté de la place des Emmurés. On l'a rachetée, D'accord. pas pour la développer, mais pour la fermer. Parce qu'une boîte de nuit là, c'était juste des nuisances. Et c'était pas possible. Pas de cohérence, encore une fois, On collective. préempte, tout à l'heure on parlait de préemption, on préempte des locaux de commerce. Alors, on peut pas tout racheter, c'est Non. impossible, ça serait trop cher, mais on en préempte pour pouvoir éviter une homogénéisation trop forte des commerçants. Trop de, je sais pas, kebab, coiffeur, enfin voilà, c'est pas pour critiquer qui que ce soit, mais c'est juste que on sait bien, si vous avez des commerces trop homogènes, c'est pas bon signe. C'est Bien pas sûr. bon signe pour un quartier. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on a pu réinstaller une boulangerie. C'est comme ça qu'on a pu réinstaller une boucherie. C'est comme ça qu'on voilà, oui, c'est ce genre de choses. Est-ce que ça marche tout le temps? Pas du tout, mais ça permet quand même de changer l'atmosphère du quartier. Et puis on anime, le quartier avec les commerçants locaux, avec les habitants. Alors là encore, hein, c'est loin d'être parfait, mais franchement, on arrive à faire des choses nouvelles Mmh. qui sont intéressantes. À long terme, c'était votre question, c'est la gare. Je dis à long terme parce que la gare, ça dépend pas de nous, ça dépend de l'État. C'est un projet national. Mais il y a la place, il y a un espace pour, c'est l'ancien site de la Cernam au niveau de la place Carnot. Nous, on fait tout ce qu'il faut autour. Vous voyez le T5, par Mmh. exemple, et l'aménagement du cours Clémenceau et du boulevard d'Orléans. Et c'est clair que si vous y réfléchissez en prenant un peu de recul, à 10 ans, à 20 ans, une nouvelle gare, liaison directe avec Paris, ce quartier il va prendre énormément de valeur, comme il la croit d'ailleurs, qui est juste à côté. Simplement, aujourd'hui, on est un peu dans la seringue, quoi, parce qu'en plus, comme il n'y a pas de gouvernement, bah, c'est difficile de vous garantir que la gare, elle arrive. Mais je peux quand même vous dire que c'est un projet qui est inscrit dans la loi, donc c'est pas quelque chose comme ça dans l'air, hein. Il y a 4 projets ferroviaires en France qui sont inscrits dans la loi comme des priorités, et celui-ci en fait partie. Maintenant, il faut qu'on continue de pousser pour qu'il soit effectivement Et mis en puis, place. alors, encore une fois, ça reste des racontars, mais j'entends beaucoup dire que le projet, sur la rentabilité du projet, peut poser problème sur le chantier. Il est assez titanesque, donc Sur la gare? oui. Non, franchement, c'est une gare d'agglomération. Enfin, sur la gare et sur la Non, voie ferroviaire, finalement, ce qui est si j'ose dire. compliqué sur la voie ferroviaire, en fait, c'est du côté plutôt francilien, plutôt, Mantes-la-Jolie, les OK. Yvelines et cetera. Et oui, parce qu'en fait, mais ça se comprend, c'est que il s'agit de faire de la place pour faire passer plus de trains. Faire de la place, ça veut dire mobiliser du foncier dans un endroit déjà hyper dense où le foncier est cher et où, localement, ce foncier, il est convoité pour d'autres usages. Donc en fait, il y a une espèce de rapport de force, Bien quoi, sûr, hein, ouais. entre, en gros, les collectivités locales, notamment dans les Yvelines, et de l'autre côté, les Normands, parce que c'est pas que Rouen, hein. Faut savoir que la gare à Rouen, c'est le noyau ou le hub plutôt, le nœud, merci, de, l'ensemble du réseau ferroviaire normand. C'est 6,5 millions, 7 millions de trajets pour juste la gare à Rouen. Donc c'est énorme, beaucoup plus que Caen, que Le Havre, que Cherbourg et cetera. Bon, Caen et enfin Le Havre et Cherbourg, ça se comprend, c'est le bout de ligne, mais même Caen, c'est de très, très loin le nœud. Et donc, c'est un enjeu pour toute la Normandie. Et le projet ferroviaire, ce qu'on appelle la LNPN, la Nouvelle Paris-Normandie, c'est pas juste Rouen, hein, c'est Rouen, Bien Le sûr, il y Havre, aura un Caen, Cherbourg, et on est tous ensemble à porter ce projet. Après, il faut que l'État joue son rôle. Et pour ça, il faut un gouvernement et une impulsion politique. ça marche, j'ai bien compris. En tout cas, comptez sur nous pour, pousser le projet et le Ah, porter, je me fièrement. permets d'insister, c'est le projet stratégique le plus important pour les 50 années qui viennent. Pourquoi? Parce que on peut toujours chercher d'autres projets, d'infrastructures routières, plein de trucs. Mais la vérité, c'est que le jour où vous avez un train plus efficace, plus fiable, si possible un peu plus rapide, mais en fait, le vrai sujet, c'est d'abord la fiabilité, la régularité, le cadencement et tout ça, qui relie directement Paris à Rouen-Saint-Sever. Alors, Saint-Sever, le quartier est Transformé. transformé, et pour la métropole rouennaise, c'est stratégique. C'est évidemment stratégique. Bien sûr. Ça marche. Si vous deviez trancher ou prioriser une action, structurante, du coup, d'ici 2030, on a parlé plein de choses, mais si je vous demande de choisir, vers quoi vous vous orienterez peut-être le plus? Oh, c'est difficile, il y a tellement de choses, je ne peux pas vous répondre comme ça. En termes d'infrastructure, le projet le plus stratégique, c'est le train, très clairement, qui ne dépend pas de la mairie directement. C'est pas la mairie qui construit une gare, c'est pas évidemment. Mais on est aussi partie prenante et il est très, très, très important qu'on arrive à pousser ce projet. Je m'explique. Il faut bien comprendre qu'on est en concurrence avec d'autres territoires. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'argent pour tout faire. L'État n'a pas l'argent pour tout faire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, si vous voulez, il y a une concurrence, parce que comme il n'y a pas l'argent pour tout faire, bah, quel est le dossier qui va être Enfin, des en haut de la choix, pile, bien quoi? sûr.
Donc, il faut qu'on soit en haut de la pile. Donc, ça, c'est le plus stratégique en termes d'aménagement. Après, en termes de politique publique, il y a plein de choses qu'on a réalisées là. J'ai parlé du rayonnement, j'ai parlé de la qualité de l'air, de l'attractivité. Moi, je pense qu'un des très, très grands enjeux pour les années qui viennent, c'est ce que j'appelle, ça va être un peu, peut-être ça va paraître intellectuel, mais c'est très concret en réalité, c'est la République. C'est-à-dire la République, c'est comment on vit ensemble. Voilà. Comment on se respecte, comment on s'écoute, comment on apprend, on s'enrichit les uns des autres. On est tous différents et on est tous pareils, quoi. On est tous des êtres humains, Tout à donc on est fait. tous pareils, biologiquement, mais on est aussi tous différents parce qu'on a tous nos cultures, nos origines, voilà. Et les quartiers, tout ça. Et on sait que, par exemple, rive droite, rive gauche, ça reste pour certains une frontière. On sait que la mixité du logement, si vous prenez, allez, je vais faire exprès, mais Saint-Étienne-du-Rouvray et Wauguillaume, vous voyez bien que c'est pas la même typologie de logement, etc., etc. Et c'est insulter personne que de dire ça, c'est la réalité d'un territoire. Donc, comment on fait pour mieux vivre ensemble? Les politiques d'éducation, les politiques de culture, les politiques de solidarité, les politiques de sécurité aussi, parce qu'évidemment que ça, c'est très important. Mais tout ça ensemble, prévention sur la jeunesse en particulier. Moi, je pense que le cœur de l'avenir, il est évidemment dans la jeunesse, il est dans notre capacité à faire en sorte que chacun se sente, comment dire, respecté, reconnu, valorisé, quel que soit son âge, que chacun ait sa place et sa chance. Génial, de belles perspectives en tout cas. C'est pas facile, hein. Non, Mais c'était c'est pas une pas un question bâtiment, c'est facile. pas un truc qu'on va faire à un endroit et ça y est, on a résolu le Bien problème. sûr. Et probablement que ça, on le résoudra jamais. Mais c'est l'enjeu, à mon avis, là. Et on l'a vu déjà sur l'écologie. L'écologie, si vous faites mal, si vous faites de l'écologie punitive, comme certains font, eh ben, vous allez exclure, hein. Vous allez dire à des gens, tu peux plus être ici, tu peux plus manger ça, tu peux plus faire comme ci, tu peux plus te déplacer comme ça. C'est très dur, hein. Sûr. Et pourtant, on a des sujets écologiques réels. Le réchauffement climatique, c'est là. Et donc, c'est toujours, vous voyez, cette articulation qui est pas facile. Et parfois, on Dézoomer est dans très la décrié, globalité, oui. mais au final, on arrive quand même à avoir des résultats. Regarde, je donnais un exemple qui est un peu anecdotique, mais qui, moi, me parle. Tout à l'heure, je parlais de la qualité de l'air. Un autre exemple, l'allée Eugène Delacroix, vous voyez où c'est? C'est à côté du musée des Beaux-Arts. Oui, ça Maintenant, y il est. y a une canopée. Oui, c'est super chouette d'ailleurs. Eh ben, je suis content que vous disiez ça. Mais vous seriez venu à l'inauguration, tout le monde m'est tombé dessus en disant: «Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais il y avait C'est moche il y comme avait des tout». contraintes en plus de sol, Oui, il y je a un crois, donc c'est parking pour dessous. ça Il y a que un voilà, parking, donc on ne met on pas peut d'arbres pas parce qu'il y a un voilà. parking. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moment où on fait le projet, on dit: changement climatique, îlot de chaleur, il faut qu'on agisse». Parce que cette allée, je vais vous dire que l'aménagement précédent, c'était catastrophique, hein. Personne n'y restait, ils faisaient une chaleur pas possible, Mmh. enfin, et même les bancs qui étaient dessus, on ne s'asseyait pas tellement ils étaient brûlants, donc et j'exagère pas. Quand on a fait le projet, on a été très décriés. Et aujourd'hui, c'est un des endroits les plus à la mode, entre guillemets, de Rouen. D'accord. Ouais, je Ouais. comprends pas pourquoi ça a été décrit. Alors, les gens ont leurs Parce que arguments, les mais plantes n'avaient pas encore c'est vrai que poussé, dans le parce prolongement du que square Verdrel de l'esplanade Marcel Duchamp, moi je trouve que ça se marie bien et que ouais, c'est bien. mais je suis d'accord avec vous et la plupart des gens aujourd'hui sont Je le d'accord avec constate vous. aussi. Ce que je veux dire, c'est que Avoir la parfois, il capacité de se faut projeter en fait. voilà, il faut une vision de long terme. Ça marche. Notre interview va bientôt se terminer. Alors, derrière le président de la métropole et le maire de Rouen, il y a aussi un homme. Donc ce que je vous propose, peut-être des questions un peu plus fun facts pour apprendre OK. à vous connaître. Origine de Bordeaux, il me semble, si j'ai bien préparé Je l'interview. suis né alors ça dépend de quoi on parle quand on dit origine, je suis né à Bordeaux. Ça marche? J'ai passé mes premières années au Mali, à Oui, Bamako, et ma famille est d'origine pied-noir en Algérie, Constantine. ça marche. Et donc du coup, ma question, était plutôt, un coup d'œil, un clin d'œil à Bordeaux. Est-ce que d'aujourd'hui vous dites chocolat ou, pain au chocolat ou chocolatine? Chocolatine. Là, Et jusqu'à ma vous allez pas mort. vous faire des amis là. Quel est le lieu de Rouen que vous affectionnez le plus? Alors il y en a sûrement plusieurs, mais peut-être un que vous chérissez un peu mieux? Ah, il y en a plein. Moi, il y a un endroit que j'adore, c'est la place devant, certains disent l'église, Saint-Maclou ou la place Barthélemy. Vous savez, vous descendez la rue de la République et vous tournez et là, il y a une église qui est en forme un peu hexagonale ou octogonale et derrière, il y a l'être Saint-Maclou un peu plus loin. Mais cette place-là, je la trouve vraiment Ouais, extrêmement belle. il y a L'église est il y a magnifique. plein de belles places, hein, place du lieutenant Oui, Aubert, c'est c'est vraiment un sûr. quartier, Ouais, magnifique. c'est un coin magnifique, tout ce quartier, la rue d'Amiette est magnifique, l'être Saint-Maclou est incroyable, enfin, c'est vraiment pour moi un des plus beaux quartiers de Rouen. Après il y en a plein d'autres, hein, mais cet endroit-là, je trouve a beaucoup, beaucoup de charme, oui. Ah, fait que j'en profite, la Bassale Saint-Ouen qui n'est pas très loin, qui est souvent moins connue quand même que Mais la oui, cathédrale de Rouen. j'aurais dû On si en j'avais été parle un beh fin politique, je vous et aurais dit la beh, Bastia non, puis en Saint-Ouen, plus, c'est vrai qu'elle est magnifique là, elle a renoué avec ses splendeurs puisque une partie de la rénovation là, la façade a été,
est fini et c'est magnifique. Donc si vous êtes de passage sur Rouen, allez la voir parce que c'est vraiment beau. C'est incroyable. On est hyper fiers de ça. Il faut savoir qu'au début du mandat, là, quand on est élu en 2020, avec mon équipe, on est obligé de fermer l'abbatiale parce qu'il y a des pierres qui tombent et que c'est devenu dangereux. Et donc là, à ce moment-là, on se dit, en 2 mots, hein, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un truc à minima ou est-ce qu'on fait une restauration de grande ampleur? On s'est dit, allez, on y va. Ça a été le plus gros chantier en euros, hein, 26 millions d'euros pour le budget de la ville. On a été aidé par les partenaires, il y a une mobilisation dingue, y compris des commerçants, de la Fondation du patrimoine, Stéphane Bern et tout, enfin bref. Mmh. Et au final, franchement, la façade, incroyable, Ouais, c'est incroyable. On la redécouvre, quoi. on a vraiment cette chance à Rouen d'avoir on est normalement la ville au sans clocher, de mémoire, il y en a plus que 30, hein, Victor Hugo, n'a pas refait le compte depuis. Mais, c'est vrai que c'est des bâtiments, magnifiques et moi je trouve que c'est dommage que justement l'abbatiale, l'église Saint-Maclou soit un peu moins connue que la cathédrale, de manière plus large parce que c'est vraiment des monuments qui méritent, quoi. Autre question, plutôt team, cidre, calva ou jus de pomme? Non, Calva, non, ça serait pas honnête. Ouais, cidre ou jus de pomme. Cidre ou jus de pomme, ouais. En ce moment, plutôt jus de pomme. Ça marche. Plutôt vélo, métro ou trottinette? Ah, vélo, vélo, je suis tout le temps en vélo. Je suis tout le temps en vélo dans l'agglo parce que, sauf pour les déplacements un peu plus loin dans la métropole, si je vais voir les collègues du Tré, par exemple, de Saint-Pierre-de-Varengeville ou bien de Belbeuf ou d'Elbeuf, je vais prendre plutôt la voiture ou les transports en commun. Mais le vélo dans le cœur d'agglomération est quand même aujourd'hui très pratique. Après, je triche un peu, hein, j'ai un vélo électrique, hein. Mais non, c'est vraiment. Aujourd'hui, on a vraiment modernisé les infrastructures et ça marche beaucoup mieux. C'est vrai. La dernière, Rouen plutôt tôt le matin ou Rouen, tard la nuit? Ah, tard la nuit. Moi, j'ai fait beaucoup de musique dans ma vie perso et de jazz, donc j'aime beaucoup Vous les êtes heures du guitariste, soir. non, je crois? Ouais, Oui. ouais, et j'aime beaucoup toutes les musiques, mais ouais, donc plutôt le soir il y a beaucoup d'endroits très beaux le soir et la nuit, ouais. Un petit bœuf, côté Saint-Maclou, ça peut être sympa, effectivement. Ouais, ça m'est déjà arrivé aux 3 pièces aussi et à d'autres endroits, ouais. Génial. Merci beaucoup, Nicolas Maillard-Rossignol de Merci à m'avoir vous. reçu Merci et pour puis à votre bientôt. invitation. Merci à Merci vous. beaucoup. Au revoir tout le monde.